Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, cet incident survenu à Touba, le domicile du maire Abdoulahat a été pris pour cible. Des coups de feu ont été tirés dans le domicile de l'édile de la ville. Le présumé auteur Mbaki Mbaki a été entendu par les enquêteurs. Mohamed Diop. Une affaire qui commence à faire grand bruit dans la cité religieuse de Touba. Des coups de feu tirés au domicile du maire de la ville, Abdoulahat Ka, hier nuit. Aucune personne n'a été blessée dans l'attaque. Les dégâts mineurs, mais l'effet sur les membres de la famille du maire est réel selon un témoin des faits. Pour le moment, on n'en sait pas davantage sur les raisons de cette attaque du domicile du maire de Touba. L'auteur présumé des coups de feu, un chef religieux, a été interrogé et a nié devant les enquêteurs être responsable des faits qui lui sont reprochés. Les auditions se poursuivent. Des témoins continuent de défiler chez les enquêteurs de la police de Jannatou Mahwa. Pour le moment, aucune arrestation n'a été notée. Mohamed Diop, Touba RFM. Qu'arrive-t-il à Hissène Habré? Selon sa femme Fatim Raymond Habré, la santé de l'ex-président tchadien s'est dégradée depuis le début de l'année. Elle renseigne que depuis 2015, aucun médecin de l'administration pénitentiaire ne s'est préoccupé de l'état de santé d'Hissène Habré, ni lui a rendu visite. L'administration pénitentiaire a démenti ces allégations. Et selon elle, Hissène Habré n'est pas alité, il se porte très bien. L'ex-président du Tchad est actuellement à la prison du Cap Manuel. Il purge une peine de perpétuité. RFM, la radio de toute l'actualité. À moins de 2 mois du délai fixé pour le remplacement des anciens permis de conduire, les retardataires attirent l'attention des autorités. D'après eux, les procédures d'inscription ou de demande sont lentes. Ils parlent de magouilles et dénoncent l'insuffisance des centres ouverts pour la circonstance. La fatigue est le sentiment le mieux partagé chez ces citoyens à l'approche du délai fixé pour le remplacement des anciens permis de conduire. Ibrahim Ndiaye n'en peut plus. Je fais la navette depuis hier. J'étais là avec le numéro 792 et j'ai longtemps attendu, c'est décourageant. Je suis rentré aux environs de 18h pour revenir aujourd'hui, mais on dirait que l'histoire se répète. Retrouvé sous l'ombre d'un arbre, le visage crispé, Ismaïla Baldé partage cet avis et indexe les procédures administratives. Et ils ont fait une pause ici avec le numéro 300, c'est pas 9 ou comme ça, mais les gens qui entrent à l'intérieur, on leur donne des numéros, environ des 500 et quelques. Donc il y a des numéros qu'on prend, après on leur donne des numéros sans qu'on prenne les gens qui sont venus très tôt. Selon Hassan Fall, cette situation est due par l'insuffisance des centres de renouvellement. Les 3 centres de renouvellement ne suffisent pas. Ça aurait été plus rapide si on aménageait d'autres centres. Mais dans ces conditions, l'inscription te prendra au minimum une journée. Le délai pour le remplacement des anciens permis de conduire a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2019. Une décision bien appréciée par les citoyens. Mais avec ce qu'ils considèrent comme des couacs, ils demandent aux autorités de revoir les procédures. Et sachez que plus de 400 000 permis numérisés ont été délivrés. Une déclaration du directeur des transports routiers, cher Omar Gueye, exhorte les automobilistes qui n'ont pas encore déposé pour se procurer des nouveaux permis à hâter le pas. À partir du 1er janvier 2020, les anciens permis ne seront plus acceptés dans la circulation. Cher Omar Gueye, avec Seydou Nourouba. Nous sommes à plus de 400 000 permis qui sont déjà encore remplacés. Le rythme qu'on avait lorsqu'on avait déjà annoncé donc la date de clôture, c'était au mois de septembre. Le rythme avait un peu baissé. Ça, c'est par contre la nature donc des Sénégalais qui est comme ça. Ils attendent toujours la dernière nuit. Mais quand même avec les différentes indications de communication, de sensibilisation que nous sommes en train de mener, les spots radio, télé, je pense que ça a permis effectivement de booster la fréquentation et avoir en tout cas des niveaux assez nécessaires. Alors le 31 décembre, effectivement, c'est la date officielle en tout cas de fin du remplacement à Dakar. Fin du remplacement veut dire effectivement à partir du 1er janvier
depuis 2020, les détenteurs de permis, en tout cas sous format papier ou en couleur rose, ne pourront plus, en tout cas, qui sont délivrés à Dakar, ne pourront plus être admis en circulation. Ça devient donc une obligation pour eux d'aller remplacer ces permis-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sites de remplacement vont continuer à opérer et que donc les automobilistes pourront continuer à venir remplacer leur permis de conduire, mais ils ne pourront plus circuler avec ce permis-là. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Participation sénégalaise à la 19e édition du concours d'agrégation en sciences juridiques et politiques, économie et gestion du CAMES. Et sur 17 candidats, 13 ont été agrégés. L'université Cheikh Anta Diop, l'université Gaston Berger et l'université Assane Seck ont représenté le pays. Le concours d'agrégation s'est tenu à Ouagadougou du 2 au 13 novembre. Situation tendue à l'université de Bambey. Le gouverneur de Diourbel appelle à l'apaisement. Gorgui Mbaye invite les étudiants à s'armer de patience afin de permettre à l'État d'assurer la montée en puissance de l'université encore très jeune. Il l'a dit en marge d'une conférence territoriale tenue à Diourbel. Gorgui Mbaye, gouverneur de la région, au micro de Babacar Diouf. Nous-mêmes, nous souhaitons une accélération des travaux. Mais comprenez bien qu'une université, ce n'est pas un lycée. Une université aussi ne démarre pas clé en main. C'est une université, c'est un établissement de recherche qui monte en puissance au fil des années. L'État est conscient de ça. Beaucoup d'investissements ont été consentis pour l'université de Bambey. Ça continue, il y a beaucoup de projets, des bâtiments sont en chantier. Mais il faudrait aussi que tout le monde fasse un effort. Aussi bien que l'État, les autorités universitaires, mais aussi les étudiants, d'être beaucoup plus patients, n'est-ce pas? Et attendre que tous ces projets-là se terminent. Ça ne peut pas se terminer 2 jours au lendemain. Mais c'est un processus. Les travaux quand même sont lancés. Certains sont en cours. Donc il faut beaucoup plus de patience. J'espère bien que tout ça va se terminer bientôt. À l'image des autres universités du Sénégal. Partout il y a des chantiers. Il y a énormément d'investissements qui ont été, n'est-ce pas, consentis pour ces universités-là. Qui, comme je rappelle, montent en puissance. Même l'université de Dakar, n'est-ce pas, qui est née après les indépendances. Vous voyez qu'il y a des bâtiments, il y a des chantiers encore à l'intérieur. J'ose dire même qu'à l'université, les travaux ne sont jamais terminés dans l'université. Donc au fur et à mesure, on a des nouveaux besoins. Au fur et à mesure, on a la demande monte, n'est-ce pas, les aspirations, mais l'État est aussi ambitieux que les étudiants. Mais j'appelle à tout le monde à la patience. Éducation, toujours cette fois-ci à Matam, plus de 47% des cases des tout-petits et des garderies d'enfants sont sous abri provisoire. Et depuis la première génération des cases, ce sont les populations qui supportent la réalisation de ces établissements scolaires que fréquentent des enfants entre 3 et 4 ans. Et celle de Matam va bénéficier de 2 salles de classe pour soulager les tout-petits entassés dans une seule salle depuis plus de 10 ans. Matam, Ali Bandelnian. Plus de 45% des établissements du préscolaire sont en abri provisoire. Malgré sa position dans le système, ce secteur bat encore de l'aile dans la région de Matam. Dans la plupart des cases des tout-petits, les enfants surpeuplent les hangars. Le constat est de Dawa Diallo, l'inspecteur régional du préscolaire, en marge de la cérémonie de lancement des travaux de construction de 2 nouvelles salles de classe à la case de Matam. Le besoin s'est sentir au niveau de toute la région. Nous avons beaucoup de structures de préscolaire qui sont en abri provisoire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un donateur en la personne de Bassirou Sall, le directeur des ressources humaines de la Sénélec, qui a décidé de construire 2 salles de classe au niveau de la case des tout-petits de Matam. La case des tout-petits de Matam avait déjà une case qui est de la première génération, donc c'est un seul espace pédagogique et les enfants étaient à l'étroit. Aujourd'hui, il nous offre cette occasion-là de construire 2 salles. Le besoin, il est là parce que presque 47% des structures préscolaires au niveau de la région de Matam sont sous abri provisoire. Heureusement qu'il y a quand même des donateurs, il y a des maires qui ont construit, il y a des ONG qui ont construit, il y a des parents d'élèves ou bien des associations villageoises de développement qui ont accompagné les populations à avoir des abris. Mais jusque-là encore, il reste des abris provisoires. De bonne volonté qui viennent ainsi appuyer les actions des différentes collectivités locales qui ne comptent aujourd'hui que sur le partenariat de la coopération décentralisée qui porte aujourd'hui à 69 cases des tout-petits dans la région de Matam. Matam, Ali Bandelnian, RFM.
Après Matam, allons à Dagana pour lutter contre le phénomène des enfants de la rue, mais aussi permettre aux élèves des écoles primaires de bien connaître leurs droits. L'inspecteur d'éducation et de la formation du département a lancé un nouveau programme pédagogique. Il est intitulé « La plus grande leçon du monde », un programme initié par le ministre de l'Éducation nationale qui concerne les élèves. Une séance qui va permettre à ces potages d'être des relais auprès des enfants de la rue afin de faciliter leur réinsertion dans les milieux scolaires. Mamadou Diagne. Sur instruction du ministre de l'Éducation nationale, l'inspecteur de l'éducation et de la formation du département de Dagana, Amadou Sy, a lancé le programme d'éducation intitulé « La plus grande leçon du monde ». Une séance qui concerne les élèves de CE2 au CM2 et pour cette année, l'accent est mis sur les droits de l'enfant. Cela pour faciliter la réalisation du droit à l'éducation de qualité pour tous. Raison pour laquelle l'inspecteur Amadou Sy a mis sur pied des dispositifs pour que toutes les écoles du département puissent bénéficier de cette grande leçon. Au niveau par exemple de certaines communes comme Dagana, nous avons fait des regroupements autour de quelques écoles centres. Au niveau des écoles où il y a des grands effectifs comme par exemple Richard-Toll, nous avons opté pour la prestation au niveau de l'école seulement. Et au niveau des zones rurales, nous avons demandé à l'ensemble des écoles de faire des prestations au niveau de leurs écoles respectives. Ainsi, pour que celles-ci soient bien maîtrisées, le directeur de l'école primaire de Gallo Malik, l'une des écoles choisies par l'inspecteur pour lancer l'activité, Daouda Amadouba, compte prendre les devants pour que les droits de l'enfant puissent être respectés. Seulement l'objectif c'est de sortir les enfants de la rue en leur disant voilà vos droits. Parce qu'ils sont les premiers à revendiquer leurs droits, à comprendre ce qu'ils doivent faire pour qu'ils puissent aller à l'école. Parce qu'à Richard-Toll ici, il y en a plein qui sont dans la rue, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Donc l'objectif c'est de faire connaître à ces enfants leurs droits. Une grande leçon du monde à l'issue de laquelle les élèves doivent être capables, selon l'inspecteur, de se mobiliser pour permettre la réinsertion scolaire des enfants hors de l'école. Mamadou Diagne, Richard-Toll, Radio Futur Média. 22h13, merci de choisir la RFM pour vous informer. RFM, partout, tout le temps. Tout le temps. Le cancer du col de l'utérus inquiète Sédhiou. 12 cas détectés au mois d'octobre lors d'une séance de dépistage. C'est sans compter d'autres cas qui ont été détectés par les unités mobiles et déployées chaque mois sur place. Les populations relancent les activités pour l'introduction du vaccin. Un CRD de sensibilisation s'est tenu dans la région. Max Ekli de Kamfani. Rien qu'en octobre dernier, 12 cas suspects de cancer du col de l'utérus au moins ont été détectés, signe révélateur de la présence de la maladie dans la région. Docteur Ibou Diarra, médecin-chef du district sanitaire de Bunkiling. C'est un cancer qui est là dans la région, comme partout ailleurs. On a eu récemment, dans le cadre d'Octobre Rose, organisé des activités au niveau des 3 départements, où on a eu pas moins de 11 à 12 lésions suspectes de cancer du col, qu'on a quand même envoyé chez le gynéco, en tout cas pour la prise en charge. Également dans des activités que nous avons menées à travers les unités mobiles, parce qu'on a 2 unités mobiles qui ont effectivement eu à dépister quelques cas quand même suspects qu'on a pris en charge au niveau de Sédhiou et pour certains qu'on va amener à Dakar pour la prise en charge. Autant de cas qui nécessitent donc une vaste campagne de sensibilisation sur l'intérêt de l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus qui avait connu beaucoup de difficultés dans sa mise en œuvre, soutient le médecin-chef du district sanitaire de Bunkiling, le docteur Ibou Diarra. C'est des difficultés. Heureusement, on est en train un tout petit peu de nous en sortir parce que les données de 2019 par rapport à ce vaccin sont très probantes. Donc, on a des taux quand même de couverture très intéressants. Mais il y a quand même des difficultés qui persistent. D'où ce CRD qui va quand même nous permettre de relancer cette activité. Pour cette relance des activités de vaccination contre le cancer du col de l'utérus, l'appui des acteurs de l'éducation est bien sollicité, d'autant plus que les jeunes filles sont les cibles principales. Sédhiou, Max Euclid Kamfani, RFM. Réinventer les toilettes pour recueillir les déchets humains et les traiter, c'est la volonté des organisateurs de l'atelier d'information sur les enjeux des normes sur l'assainissement autonome, un prélude au sommet de l'eau qui va se tenir en 2021 au Sénégal. Les enjeux des normes y ont été débattus, compte rendu Fatima Teli.
Fatima Teli, que nous retrouverons certainement dans nos prochaines éditions. Grogne des commerçants du marché de Thiaroye, propriétaires des tabliers démolis au niveau du centre commercial. Ils accusent le promoteur d'avoir détruit sciemment les places d'affaires qu'ils avaient achetées à 250 000 francs CFA. Ce sont au total 1100 box inoccupées qui ont été rasées sur demande de la municipalité de Thiaroye-Gare. Et selon l'administration du centre commercial, c'est que la mairie réfute et parle d'une fuite des responsabilités du promoteur. Les commerçants lésés exigent du promoteur une réparation et menacent de porter plainte. Ndongoka. À coups de marteau, plusieurs ouvriers rasent plus d'1 millier de tabliers sous le hangar du centre commercial niché au marché Thiaroye. Les commerçants victimes de cette démolition, très en colère, regardent impuissamment leur box réduit en débris. Le promoteur est Ali Diallo qui nous a vendu des tables à 250 000 francs. Moi, personnellement, je l'ai acheté en 2008. On est 1100 personnes. Nous, on a commis un huissier. On va porter plainte, bien sûr. On a affaire avec le promoteur. L'administration du centre commercial indexé se lave à grande eau. Pape Sow, son administrateur, fait porter la responsabilité à la mairie de Thiaroye-Gare. Je peux dire que 3/4 de ces tabliers sont invendus. Sur les 1100, donc nous avons reçu une lettre de la municipalité faisant état de l'inutilité de ce hangar-là. Ce qu'ils attendaient en termes de recettes, ils ne l'ont pas eu depuis plus d'une décennie. C'est en ce sens-là qu'ils nous ont envoyé un arrêté de destruction immédiate. Ces arguments sont battus en brèche à la municipalité. Ibba Anne, président de la commission Al et Marché à la mairie de Thiaroye-Gare. C'est pas vrai, c'est faux. Il raconte des histoires. C'est lui qui a demandé à la mairie l'autorisation de démolir ce qui lui appartient. En rasant, il a rasé des trucs qui appartiennent à d'autrui. On va vous remettre un document vous montrant que c'est le promoteur lui-même qui a demandé l'autorisation de démolir les tabliers qui lui appartiennent. D'après certaines indiscrétions, ce problème n'est que la partie visible d'une nébuleuse qui a perduré au marché Thiaroye. Ndongoka Pikine, RFM. Ndongoka, allons à Rufisque où les femmes du quartier Touba Aloar situé dans la commune sont confrontées à un problème de manque d'eau et de sécurité. Très en colère, elles demandent aux autorités de trouver une solution avant de menacer de sanctionner le régime lors des élections locales. Abdou Diouf Diagne. Aux alentours de l'unique robinet de ce quartier, une longue file de bidons. L'eau est devenue une denrée rare à Touba Aloar. Une situation insupportable selon Soda Diagne. Nous traversons cette route pour chercher de l'eau dans les champs de l'Indin. Parfois, nous rentrons bredouilles. Ici, hommes, femmes et enfants passent tout leur temps à chercher de l'eau. Pourtant, des demandes ont été adressées depuis très longtemps à la SDE. Nous avons informé à la SDE quand le ministre était venu nous rendre visite pendant les élections. Depuis lors, nous attendons, mais rien du tout. Le problème des habitants de cette localité de Rufisque-Est n'est pas seulement le manque d'eau. Leur sécurité est aussi menacée, car Touba Aloar est dépourvu d'éclairage public. Nous vivons dans une insécurité totale. Notre quartier ne dispose pas d'éclairage public. C'est ici que bébé Fallou Diop avait trouvé la mort. Nous sommes obligés de payer des gardiens pour notre sécurité. Si les autorités ne trouvent pas de solution à leurs problèmes, elles menacent de les sanctionner lors des élections locales. Les locales vont bientôt venir et nous avons nos cartes d'électeurs. Si nous ne sommes pas satisfaits, nous savons quoi faire. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Bonsoir Youssouf Bodian. Bonsoir Fama. RFM Sport. Au football, les Lions prêts à affronter les Diables Rouges. Les sélections du Sénégal et du Congo ont effectué ce mardi leur dernière séance d'entraînement. Séance à huis clos, mais les deux sélectionneurs ont fait face à la presse au stade Lat Dior de Thiès, où nous retrouvons Cheikh Anta Diop. Cette séance d'entraînement n'a duré qu'une heure de temps. Dans une belle ambiance au stade Lat Dior de Thiès, les Lions faisaient des exercices. Hop, je reviens à blanc et hop, je cherche.
Dans la foulée, l'enfant de Gouy-Sombel à Thiès, Habib Diallo, et ses coéquipiers, très appliqués. Il y avait de l'engagement dans ce qu'ils font. À l'issue de l'entraînement, Alioune Cissé, l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, se dit confiant. Le groupe est au complet, tout le monde est là. On ne connaît jamais assez une équipe, mais nous avons essayé en tout cas de l'étudier. Mais je crois que ce qui est le plus important, au-delà de l'équipe congolaise, c'est surtout nous, ce que nous sommes capables de faire, quel est notre fil conducteur, est-ce qu'aujourd'hui nous serons capables de jouer avec l'intensité que j'attends que mes joueurs jouent, de la première jusqu'à la 95e minute, tout focus sur nous plutôt que sur l'adversaire. Le Brésilien Valdo Gandiodo Filo, l'entraîneur du Congo, pour lui, le Sénégal est une grande équipe, mais il garde tout de même l'espoir de gagner cette équipe du Sénégal. Jouer face au Sénégal, c'est une équipe vraiment très forte, avec un effectif vraiment du rêve. Ça ne va pas être facile. Nous, on va essayer. Pourquoi pas créer la surprise. Sadio Mané, le chouchou du public sénégalais, était très attendu. Il a été chaudement applaudi par des supporters qui l'attendaient devant la grande porte du stade Lat Dior de Thiès. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Sadio Mané qui est donc arrivé au Sénégal en début d'après-midi. Il a participé à cette séance l'avant-dernière avant le match prévu demain. Notez que le match de ce mercredi sera le 9e Sénégal-Congo de l'histoire. 3 victoires partout et 2 matchs nuls, mais en match officiel, les Lions n'ont jamais perdu face au Diable Rouge. En qualification de la CAN et la Coupe du Monde 2006, match nul 0 partout et victoire du Sénégal 2-0. Le Sénégal qui bat à nouveau le Congo. C'était en phase finale de la CAN, mais en 1968, 2-1. Les deux sélections se sont rencontrées pour la dernière fois en janvier dernier. En janvier 2017 plutôt, un match amical, victoire 2-0 des Lions avec des buts de Keita Baldé Diao qui est absent pour ce match et de Pape Aliou Ndiaye. Sénégal-Congo, mercredi à 19h à suivre en direct et en intégralité sur la radio Futur Média. Les autres matchs de la première journée des qualifications à la CAN 2021. Le groupe I, celui du Sénégal à 16h, la Guinée-Bissau reçoit Eswatini, les autres affiches Nigeria-Bénin à 16h, Angola-Gambie à 19h, Cameroun-Cap-Vert à 16h. Entre autres matchs donc comptant pour la première journée des qualifications, le Botswana qui affronte le Zimbabwe le 15 novembre prochain, mais ce sera sans 4 de ces joueurs. Ils ont été renvoyés pour consommation d'alcool, ils ont été surpris dans leur chambre d'hôtel. C'était lors du stage en Égypte de Fabadjon. Nous parlons de la Ligue 2 française où Abdoulaye Sané a été élu meilleur joueur du mois d'octobre. L'attaquant sénégalais a obtenu 49% des votes, les votes du public mais aussi de ses pairs. Avec Sochaux, Abdoulaye Sané a notamment marqué un triplé contre Clermont avec au bout une victoire 4-0. Le joueur de 27 ans passé par l'AS Douanes est 4e meilleur buteur de la Ligue 2 française avec 7 buts. Son club Sochaux est donc classé 5e de la Ligue 2. Sochaux qui est coaché par l'ancien international sénégalais Omar Daf. Omar Daf, l'ancien défenseur. Effectivement. Le président du comité international olympique qui était à Dakar. Le président donc Thomas Bach qui était en visite à Dakar en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022. Le Sénégal sera prêt à temps selon le ministre des Sports. Le président du CEO était sur le parcours sportif de la corniche ouest de Dakar. Omar Mbou y était. Le président du comité international olympique n'est pas passé inaperçu à Dakar. Plusieurs écoles d'arts martiaux et le 12e Gaïndé sont venus pour lui souhaiter la bienvenue, un accueil que Thomas Bach a bien apprécié. Pour lui, le choix du Sénégal pour les Jeux olympiques de la jeunesse n'est pas fortuit. On a dû choisir qui représente l'Afrique avec cet effort et avec cet honneur. Et là, nous avons choisi le Sénégal parce que le Sénégal, c'est un pays de paix, c'est un pays de démocratie et c'est un pays de sport.
et des sportifs. Organiser une compétition d'une telle envergure n'est pas une mince affaire, mais le ministre du Sport Matar Ba rassure. Le Sénégal sera prêt. On a même cité le Japon qui a fini 8 mois avant l'organisation des Jeux Olympiques. Nous nous inscrivons dans 5 mois avant effectivement les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2022. Le curseur est mis sur les points les plus importants et que le chef de l'État a pris l'engagement avec son gouvernement de travailler en mode fast-track pour que le village olympique soit livré à temps, mais aussi au niveau de Diamniadio, au niveau de Salé, au niveau de Dakar, concernant les infrastructures, que tout soit mis au point. Le Japon va organiser les Jeux Olympiques de 2020 d'ici quelques mois. Le président de la République, Macky Sall, est choisi pour être l'invité d'honneur pour cette compétition, une première pour un président africain. Nous parlons cyclisme. Le Tour du Sénégal va disputer sa 3e étape ce mercredi. C'est entre Fatick et Nguéniène. Ce mardi était jour de repos pour les coureurs qui ont été transportés entre Kolda et Fatick. Nous retrouvons dans la caravane du Tour du Sénégal Abdoulaye Diop. Une distance de 112 km attend la quarantaine de coureurs entre Fatick et Nguéniène. Une étape aussi symbolique importante où une rude bataille est attendue entre les Allemands de Embrace the World et les Rwandais de Benediction Excel Energy. Et c'est après le hold-up de Didier Muneyanza qui a pris le maillot jaune de Thomas Linnert. Ce dernier qui, lors de la 2e étape, ne s'est pas présenté au podium pour récupérer son maillot vert, aura à cœur de refaire son retard de 3 minutes 20. Les Rwandais qui, depuis le début, montrent de belles choses, vont vouloir conserver le maillot jaune aussi longtemps qu'il faut. Quant aux 2 équipes sénégalaises, à savoir nationale et mixte, l'objectif reste une victoire d'étape historique à Nguéniène pour rendre un hommage au défunt président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng, à qui le maillot vert est dédié. Fatick-Nguéniène est donc la 3e étape de cette 18e édition du Tour du Sénégal de cyclisme. Le départ est prévu à 11h. À Fatick, sur la route du Tour du Sénégal, Abdoulaye Diop pour la Radio Futur Média. Abdoulaye Diop, vraiment, j'ai franchi la ligne d'arrivée. Merci, un petit coucou à Aminata Goudiaby depuis Fatick. Merci Youssouf Bodian. Le Tour du Web sur RFM. Tour du Web, Ndate Diop. Bienvenue. Du sport pour démarrer ce tour du web. L'équipe nationale de football du Sénégal est au complet à 24 heures d'affronter le Congo. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN. Sadio Mané, Mbaye Niang, Edouard Mendy et Ndiaye Loum ont rejoint la tanière ce mardi. IGFM qui donne l'information souligne par ailleurs que l'attaquant sénégalais de Liverpool s'est entraîné à part. Dakar Actu ajoute que Sadio Mané est arrivé à Dakar vers 15 heures mais n'a pas pris part à la séance collective. État de santé de l'ex-président tchadien, ActuSen nous livre les vérités de l'administration pénitentiaire. Abré n'est pas alité et il se porte bien, précise l'institution pénitentiaire dans un communiqué. Restons avec l'ancien président tchadien. Le forum du justiciable plaide pour une grâce médicale en sa faveur. L'info barre la une du site du groupe Futur Média. Lutte contre la drogue, Dakar Actu balance les tares de l'échec. Entre autres, le site parle de cacophonie, de précipitation ou encore de défaut de coordination chez les forces de sécurité. Affaire Karim Wade, Sénéweb nous apprend que le Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme a disculpé Moustapha Ka et Samba Ndiaye Seck. Il s'agit du directeur des droits humains et du directeur de cabinet du secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, récemment limogé après avoir représenté le Sénégal à la réunion du comité. Report des élections locales, l'RL.net donne la parole à Mamadou Lamine Diallo qui estime que Benno Bokk Yakaar a violé la Constitution en son article 102. Hors de nos frontières, sur RFI.fr, la France annonce 65 millions d'euros d'aide à la République démocratique du Congo. Le président français a fait l'annonce à l'issue d'une rencontre avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi. Pendant ce temps, les présidents Déby du Tchad, Issifou du Niger et Ibeka du Mali s'agacent des promesses non tenues par les Occidentaux. Jeuneafrique.com souligne que ces chefs d'État africains ont manifesté leur colère lors du Forum de Paris sur la paix. C'est tout pour ce tour du web. Le marché sur RFM. Le marché, c'est de Nourouba. Bienvenue.
Vers la fin de la Bourda jusqu'après le Gamou célébrant la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les commerçants restés à Dakar ont vu leur chiffre d'affaires baisser drastiquement. Leurs potentiels clients étaient soit à Tuaon, soit à Medina Bay ou dans d'autres localités pour l'événement religieux. Propriétaires de fast-food, vendeurs de fruits, de légumes ou encore les chauffeurs de taxi avaient du mal à voir l'ombre d'un client. Suivons ce reportage d'Oumar Mbao. Quelques heures après le Gamou, les rues de la capitale sont désertes et certaines boutiques ont baissé rideau. À Tilène, le Maoulid s'est bien fait sentir par l'absence de clients dans ce restaurant fast-food. Le gérant Hassanba regrette la rareté des clients. Il voit son chiffre d'affaires baisser drastiquement. Avant le Gamou, on vendait 36 000, 37 000. Actuellement, on vend 19 000, 15 000, à peu près 17 000. Si on vend beaucoup, c'est 17 000. À cause du Gamou, c'était comme le Magal aussi. Le Magal aussi, c'était comme ça. Sur les allées du marché, cette mère de famille étale ses légumes. Quand Oumousso compare ses bénéfices en cette période de Gamou aux jours ordinaires, le gap est énorme. On est habitué à vendre, mais pour dire vrai, je n'ai rien vendu. Les clients viennent timidement, même si les gens reviennent du Gamou, ils se reposent, on fait avec. Même les taximens sont en stand-by. Je ne vais pas prendre le risque de rouler sans client. Et si j'en ai un, je l'amène. Omar Mbaou, merci. D'autres commerçants ont eux choisi de rallier Tivaouane ou Medina Bay. Le président de la chambre de commerce de Kaolack salue l'impact du Gamou sur l'économie de la commune. Avec le nombre important de pèlerins que concentre la cité de Cheikh al-Islam Baye Niasse, le temps du Gamou, le commerce est florissant, a indiqué Serigne Mboup. Toutefois, il pense que cela pourrait être plus rentable si la mairie, la chambre de commerce de Kaolack et l'État s'étaient organisés autour du programme encadrant le tourisme religieux. Serigne Mboup avec Ibrahim Diamé. Sur le Gamou, vous constatez, on dit que Baye a des talibés et que c'est son œuvre. Il a travaillé parce qu'il est allé là-bas pour leur convertir. Et donc, ils ont dit qu'il représente plus que la population du Sénégal. Donc, moi, je pense que ça doit être un programme religieux, un tourisme religieux. Aujourd'hui, le Sénégal total accueille 1 million de touristes. Donc aujourd'hui, si on arrivait à bien travailler pour leur accueillir bien, qu'ils auront des bons endroits à rester et qu'il y aura de l'économie, qu'il y aura un peu de loisirs parce que la religion est avec la loisir du côté positif. C'est comme de la même manière qu'on part à la Mecque. On est dans les hôtels modernes, on est dans les centres commerciaux. Donc je pense que nous devons faire ça. En tant que chambre de commerce et les collectivités locales et l'État, nous devons le prendre comme un programme pour que Kaolack, cela permette à Kaolack d'avoir une autre économie qui est l'économie du tourisme religieux. Le marché, c'est fini. Bonne santé, Nafisa Toussila. Bienvenue. La pneumonie est une infection des poumons touchant plus précisément les alvéoles pulmonaires. Il s'agit d'une infection respiratoire aiguë qui peut aussi bien souvent découler d'une complication d'une maladie grave ou apparaître chez une personne âgée. Nous en parlons avec le docteur Yassine Diakane, pneumologue au service de pneumologie de l'hôpital Fann. Les signes sont essentiellement respiratoires. Il s'agit d'une douleur thoracique de survenue brutale associée à une toux qui peut ramener des expectorations ou crachats. Il peut s'y associer une gêne respiratoire ou dyspnée. Ces signes respiratoires surviennent de façon brutale, mais dans un contexte de fièvre également, une fièvre d'apparition brutale. Généralement, les origines d'une pneumopathie peuvent être virales ou bactériennes. Les causes de la pneumonie sont variées. Il peut s'agir de virus, on parlera de pneumonie d'origine virale, de bactéries ou de parasites, mais la plupart du temps, la cause est bactérienne et on parle de pneumonie aiguë bactérienne. Il existe un traitement pour la pneumonie aussi bien virale que bactérienne, mais la prévention est essentielle. Comme la plupart du temps, l'origine est bactérienne, on utilisera des médicaments dirigés contre les bactéries. Il s'agit des antibiotiques. La prévention est possible grâce à des vaccins qui existent
existent pour certains germes et ces vaccins existent dans le programme élargi de vaccination. Cette vaccination s'adresse aux enfants de moins de 5 ans, mais également à certains adultes ayant un état respiratoire précaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pneumonie est la première cause infectieuse de mortalité chez l'enfant. En 2015, plus de 900 000 enfants de moins de 5 ans en sont décédés, soit 15% des décès dans ce groupe d'âge à l'échelle mondiale. C'est tout pour Bonne Santé. Rendez-vous à très bientôt. La chronique du mardi signée Pape Sambakan. Revenu du Salon international du livre d'Alger, avec une moisson de titres dans divers genres, romans, poésie, contes et essais, sur l'insistante recommandation de Racine Senghor, j'ai décidé de lire d'abord dans l'avion qui nous ramenait Jazz et vin de palme, un recueil de nouvelles de l'écrivain congolais Emmanuel Dongala. Sont restés en attente de lecture Mohamed Dib, Le métier à tisser, le regretté Tahad Djaoud, journaliste, poète et romancier, assassiné en 1993, premier intellectuel algérien victime des violences de ce que l'on appelle en Algérie les années noires. Kamel Daoud et son Picasso, le peintre dévorant la femme, Kateb Yassine, forcément, et son Parce que c'est une femme, recueil de nouvelles, puis Rachid Mimouni et bien d'autres, représentants et représentantes, jeunes et moins jeunes, de la foisonnante littérature algérienne. Mais pour finir, last but not least, auteur de fresques historiques, Assia Djebar, première maghrébine élue à l'Académie française, qui, dans cet ouvrage-ci, Nulle part dans la maison de mon père, ressuscite, dit la 4e de couverture, avec émotion, lucidité et pudeur, la trace d'une histoire individuelle dont l'ombre projetée n'est autre que celle de son peuple. Un peuple algérien dont la délégation sénégalaise au Salon du Livre, conduite par le directeur du livre et de la lecture, M. Ibrahim Allo, a pu mesurer le grand intérêt pour notre pays, pour sa littérature, d'hier et de nos jours, pour son histoire, sa gastronomie même. Des témoignages émouvants d'Algériens ayant vécu ces événements ont levé un coin du voile sur le véritable rôle des tirailleurs sénégalais amenés par la France pour faire la guerre au Front national de libération et dont des masses se sont retournées contre le colon par solidarité avec l'Algérie libre au prix de leur vie. Des témoignages qui ont profondément ému toute la délégation du Sénégal. Alors, ce Dongala et son jazz et vin de palme, pour boucler cette chronique commencée avec, eh bien, je n'ai pas regretté avoir suivi le conseil de Racine. Hilarants et instructifs, les nouvelles de Dongala, qui se tiennent, et par la thématique, les régimes politiques dictatoriaux d'Afrique centrale de l'immédiate après-indépendance, se réclamant d'une idéologie marxiste-léniniste mal assimilée, et par l'ironie mordante du traitement volontairement caricatural des événements racontés, sont une démonstration à la fois récréative, dramatiquement, désolante, de ce que les idéologies, doctrines et préceptes importés sans discernement, entrés en contradiction violente avec nos us et coutumes, ont rendu nos dirigeants fragiles devant les enjeux géopolitiques du monde et de l'histoire. Conclusion, pour voir bousculer ces certitudes, certes, les grandes thèses et démonstrations académiques seront toujours utiles, mais rien de tel qu'une bonne fiction, ou même un grand poème, je pense au cahier d'un retour au pays natal de Césaire, sont plus aptes à nous secouer et bousculer nos certitudes. L'invité du soir, c'est Cheikh Gaye. Il est le secrétaire exécutif permanent du syndicat des agences de voyage de tourisme. Au menu, les difficultés qui plombent le secteur, l'objectif du gouvernement de tripler le nombre de touristes d'ici à 2020, entre autres questions. Et Cheikh Gaye s'entretient avec Fabès Diba. Monsieur Cheikh Gaye, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diba. Vous êtes le secrétaire exécutif permanent du syndicat des agences de voyage de tourisme. Nous parlons du secteur d'ailleurs. Les autorités avaient un objectif de tripler le nombre de touristes d'ici 2020. Qu'en est-il de cet objectif? C'est en chemin. On est en train de faire le maximum pour pouvoir atteindre cet objectif. Bien que ce sera difficile, parce que quand même l'objectif il se rapproche de plus en plus. On est déjà en 2019, d'ici un an. Je ne pense pas que ce soit possible
doubler le nombre d'arrivées, voire même de le tripler. On n'a pas toujours les chiffres exacts. Actuellement, nous sommes estimés à environ 1 400 000 officiellement, mais voir 3 millions d'ici un an, ce ne sera pas évident. Donc, je ne souhaite pas que ça soit faux, mais il sera très difficile d'atteindre cet objectif d'ici un an, vu quand même la cadence dans laquelle vont les choses. Mais nous espérons, nous souhaitons que ce chiffre soit quand même atteint, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas non plus pris en compte dans l'évaluation, dans les comptes. Mais quelles sont ces difficultés-là, justement, qui vous empêchent d'atteindre cet objectif? Vous savez, le tourisme sénégalais, si on peut dire, comme un malade qui est en train de guérir, mais qui est quand même en convalescence. Le rythme n'est pas très dense et nous sommes en train de nous relever petit à petit après une longue léthargie, parce que nous sommes restés quand même une bonne dizaine d'années en crise et la reprise ne s'est faite que récemment, avec beaucoup de paramètres qui ont joué en faveur, notamment la volonté politique de l'État qui a quand même pris certaines mesures dans le cadre du PSE, qui ont permis de booster à nouveau les activités du secteur. Et nous espérons que ces projets qui sont mis en œuvre soient exécutés correctement et dans un rythme un peu plus rapide, les objectifs seront atteints. On a bon espoir que ce chiffre soit doublé, mais d'ici un an, c'est un peu hasardeux de confirmer qu'on atteindra ce chiffre de 3 millions de touristes. Parce qu'on n'est pas encore même à 2 millions. Et vous savez, la saison est déjà entamée et elle est très inflationniste parce que nous ne jouons pas sur une année, mais plutôt une année, ce qu'on appelle une année civile, mais plutôt une année touristique. Donc, l'activité est limitée pendant une période. Et la deuxième période sera consacrée à des activités beaucoup plus basses. Il faut qu'on peut parler d'une année entière le secteur de l'activité. Est-ce que votre offre en termes d'infrastructures hôtelières, de sites touristiques, cette offre-là peut répondre avec satisfaction à la demande? Oui et non, parce que vous savez, le secteur touristique, le secteur touristique est une activité qui est très diversifiée et la demande provient de partout. Et le Sénégal a la chance d'avoir une offre assez diversifiée, mais pas très structurée. Nous avons, dans toute la chaîne de valeur, nous avons des éléments de réponse, mais on n'a pas encore bien structuré le produit au point que nous ne pouvons pas répondre à tout. Tout dépend du type d'activité, de la demande, et on n'est pas vraiment très outillé pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Et également, nous sommes dans un cadre très concurrentiel, surtout dans la sous-région. Nous avons beaucoup d'atouts, mais on a un peu négligé certaines choses qui font que on est un peu concurrentiel juste à côté. L'offre, elle est presque, je veux dire, partagée par les concurrents qui sont ceux qui nous entourent. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé l'introduction du visa pour les touristes. Vous, acteurs du secteur, vous aviez élevé la voix contre cette décision annoncée par le ministre. Mais est-ce que le développement du tourisme vaut plus que notre sécurité? Je pense que, d'après nous, ce n'est pas un problème de sécurité. Parce que quand on prend une décision d'instaurer un visa et que dans cette décision, on dit que certains pays sont assujettis, d'autres ne le sont pas, il faut voir si ces pays qui sont assujettis constituent des risques pour nous, nous sortons de ces pays. Nous, notre marché, il est principalement européen, mais il est également africain. Et quand les pays africains de la CEDEAO ne font pas partie des assujettis au visa, moi, j'estime que ce n'est plus un problème de sécurité, parce que quand on parle de sécurité, on pense au terrorisme. Le terrorisme, il est déjà présent dans la zone de la CEDEAO. Tout le monde sait que Boko Haram en Nigeria, qui est un membre de la CEDEAO, APMI au Mali également, c'est dans la CEDEAO. Ça veut dire que les terroristes sont déjà là. On n'a jamais entendu une touriste terroriste, entre guillemets, parce que les terroristes ne viennent pas des pays assujettis, ils sont principalement du
ressortissants du continent africain, je veux dire ouest africain, parce que tout ce dont on parle provient de la CEDEAO. Et la CEDEAO ne fait pas partie du pas évoquer un problème de sécurité par rapport à... Est-ce que vous faites assez la promotion du tourisme local pour compenser un tout petit peu une perte que pourrait engendrer, par exemple, la restauration du visa? Le tourisme local, est-ce que vous faites sa promotion? Oui, bien sûr. Je disais tout à l'heure que nous avons une offre très diversifiée et actuellement, les locaux, je veux dire les Sénégalais, sont en train d'avoir une conscience touristique assez marquée au point que la plupart de nos réceptifs en période de basse saison ou bien même en saison sont maintenant occupés par les locaux. Et en particulier les Sénégalais maintenant qui commencent, Sénégalais moyens qui commencent maintenant à aller dans les hôtels, passer les week-ends avec nos familles. Et je vous assure que d'ici quelque part, on aura peut-être besoin plus de faire la promotion du tourisme intérieur que du tourisme international. Parce que maintenant, les Sénégalais, non seulement ils fréquentent les réceptifs locaux, mais même les incentives, je veux dire les réunions, les séminaires, les congrès organisés par des entreprises sénégalaises, en plus les hôtels. Donc, voilà. C'est un autre segment qui est intéressant, qui risque de... je veux dire risque qui remplace un peu la force internationale. Le gouvernement avait le projet de développement du tourisme et des entreprises. D'ailleurs, sa composante 2, c'est la rénovation des plages de Saly. Qu'en est-il réellement de ce projet? Je ne sais pas si vous avez suivi, mais sur le terrain, les travaux sont en train d'être exécutés. Il y avait un deadline qui était donné le mois de décembre pour la restauration de la première phase. Je crois que c'est en cours. Si vous allez à Saly, vous verrez certains hôtels ou certains sites vont retrouver leur plage. Parce que c'est un projet qui est en train d'être exécuté par une entreprise hollandaise qui s'y prend très bien et que les plages sont en train de revenir. Le seul problème, moi, à mon sentiment, je pense, c'est le retard que ce n'est pas engendré parce que tout simplement, après avoir poussé un peu vers l'eau, repousser l'eau, il faut draguer un peu le sable. Et le dragage risque de prendre un peu du temps parce qu'il va falloir chercher du sable ailleurs et l'amener sur place. Sinon, si vous retournez à Saly, vous verrez, ça commence à revenir. Les affaires sont en train de retrouver leur place. Donc, c'est un très bon projet qui se court et assez bien exécuté. Je ne suis pas celui qui doit nous prononcer pour le moment parce qu'il y a des spécialistes et peut-être les bailleurs de fonds. Mais le constat sera là. Tous ceux qui vont au Saly verront directement que c'est en train de revenir. Les places sont en train de revenir. Est-ce que vous pensez que le secteur du tourisme est assez soutenu par les pouvoirs publics, par le gouvernement? Oui, je dirais oui. Je suis vraiment formel. Et je le dis sans faire la politique. Le président Macky Sall est notre premier ambassadeur. Nous le considérons comme celui qui a cru au tourisme et qui a fait beaucoup de choses pour le tourisme. Parce que si vous voyez dans le cadre du PSE, le tourisme est les trois secteurs sont éligibles, qui bougent ce secteur. Vous savez qu'il y a des mesures fortes qui ont été prises depuis lors et nous avons quand même depuis lors repris espoir parce que des instruments sont mis en place, notamment le projet dont vous parlez de restauration des plages. Le problème du visa qui risque de revenir, il en sera pas ainsi, avait fini également par redonner espoir parce que c'est le président Macky Sall qui avait décidé lui-même de supprimer. Les problèmes de taxes aériennes qui ont été diminuées, l'installation de la nouvelle compagnie aérienne qui ouvre de nouvelles dessertes à travers le monde et la construction du nouvel aéroport de Diass, un aéroport de classe internationale et qui devrait être aérien et touristique du Sénégal. Donc il y a beaucoup de mesures d'accompagnement également qui sont prises, notamment la mise en place d'un crédit hôtelier pour un peu aider les entreprises en difficulté à le prendre.
et dans d'autres projets qui sont en cours. Donc, toutes ces mesures-là ont fait que le tourisme est en train de se reprendre. Monsieur Chergaï, je vous remercie. C'est moi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif permanent du syndicat des agences de voyage de tourisme. Merci beaucoup. À vous. Merci.